Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les complexités de l'amour, des relations. On s'appuie pour ça sur une compilation vidéo assez riche avec des conseils de plusieurs experts reconnus, des coachs, une thérapeute, même un neuroscientifique. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de distiller les idées clés pour mieux naviguer nos propres relations, comprendre ce qui marche et puis identifier les pièges courants. Alors, on y va? Oui, bonjour. C'est un sujet universel, évidemment, et c'est intéressant de voir comment ces différentes sources, au fond, nous rappellent que l'amour, ce n'est pas que le romantisme. C'est aussi très lié à la connaissance de soi, à notre propre croissance personnelle. C'est bien plus large. Absolument. Et pour commencer, il y a une question, je trouve, assez directe que pose le coach Stephen Speaks. Pourquoi on est dans cette relation, là, maintenant? Il insiste vraiment sur l'importance d'être radicalement honnête avec soi-même. Est-ce qu'on est là par vrai désir ou peut-être pour autre chose, fuir la solitude, le confort? C'est ça. L'accent est mis d'abord sur l'introspection, avant même de regarder l'autre. Il parle aussi de l'intuition, cette petite voix qu'on a souvent très tôt. Certains signes qui, selon lui, ne trompent pas. Quelqu'un qui évite les discussions qui fâchent, qui est incapable de reconnaître ses torts, ou alors des désaccords profonds sur ce qu'on veut dans la vie, quoi. L'idée, c'est vraiment, est-ce que je suis au clair avec moi-même d'abord? Hmm. Et toujours avec Stephen Speaks, il y a cette distinction que beaucoup de gens se posent, j'ai l'impression. La différence entre la chimou, Ah oui, l'attirance initiale, parfois très forte, mais peut-être superficielle, et ce qu'il appelle la vraie connexion. exactement. La connexion profonde, pour lui, c'est quand les chemins de vie s'alignent, quand les valeurs fondamentales sont là, quand on peut être vraiment soi, authentique. La chimie seule, ça peut être un leurre en fait. Ça peut cacher un manque total de compatibilité sur le long terme. Donc il nous encourage à poser les questions difficiles, même si ça risque de casser un peu l'ambiance ou une certaine image idéalisée. Oser faire tanguer le bateau, comme il dit, pour voir si ça tient. D'accord. Cette idée d'honnêteté, d'introspection, elle revient. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est célibataire? Peut-être après une rupture, justement. Laurie Gottlieb, la thérapeute, elle a un regard intéressant là-dessus. Oui, elle dit quelque chose de très juste. Le célibat, ce n'est pas forcément une phase d'attente passive ou un échec. Ça peut être une période hyper constructive si on l'utilise pour faire un vrai travail sur soi. Comprendre ses propres schémas, sa part de responsabilité dans les relations passées. Elle fait la différence entre ce qu'elle nomme la compassion idiote, juste valider l'autre sans le pousser à réfléchir, Mhm. et la compassion sage, qui aide vraiment à voir son propre rôle dans ce qui se joue. C'est essentiel pour arrêter de répéter sans cesse les mêmes histoires, ces fameuses affaires non résolues dont elle parle. C'est comme si notre inconscient nous poussait vers des dynamiques familières, même si elles nous font souffrir. Et elle insiste aussi sur la manière dont les couples gèrent les conflits, c'est ça? Tout à fait. La capacité à réparer après une rupture, et par rupture elle entend un désaccord, une dispute, une crise, c'est un indicateur majeur de la santé de la relation. Elle va même jusqu'à dire que si, après un certain temps, il n'y a jamais eu de vraie friction, de vraie rupture à gérer, c'est peut-être que la relation n'est pas si profonde, qu'on évite les sujets importants. C'est contre-intuitif, mais intéressant. Changeons un peu d'angle avec le docteur Joe Dispenza, le neuroscientifique. Son approche pour attirer l'amour est particulière. Oui, c'est presque un renversement de perspective. En gros, il dit arrêtez de chercher activement à l'extérieur, concentrez-vous sur votre propre transformation intérieure. L'idée, c'est de devenir la personne que vous aimeriez attirer, d'incarner ses qualités. Il parle beaucoup de cultiver l'émotion de l'amour, de la plénitude, avant même d'avoir rencontré quelqu'un, par exemple via la méditation, la visualisation, pour sortir de l'énergie du manque en fait, et être dans un état d'être prêt à recevoir. C'est un travail intérieur profond et ça rejoint un peu une autre préoccupation, la peur de se contenter, de faire un compromis décevant. Matthew Rassi, un autre coach, il a une façon intéressante de voir ça. Oui, il propose un recadrage très utile. Il dit qu'il faut distinguer se contenter de moins, settling for, ce qui est négatif. C'est une résignation. Oui, Et choisir de s'investir, settling on, avec quelqu'un, c'est différent. C'est un choix actif, conscient. On choisit de construire avec une personne qui a les bonnes fondations, les matériaux bruts, comme il dit, et avec qui il y a un engagement mutuel. Même si elle ne correspond pas à 100% à une liste de critères idéaux qu'on avait en tête. L'extraordinaire, ça se construit ensemble. Ça ne se trouve pas tout fait. et il démystifie aussi cette phrase qu'on entend parfois, c'était la bonne personne mais au mauvais moment. Exactement. Pour lui, c'est une fiction.
et même une fiction un peu dangereuse. Parce que si quelqu'un choisit activement, consciemment, de ne pas être avec nous, pour quelque raison que ce soit, eh bien, logiquement, ça devrait diminuer son attrait à nos yeux. Le choix mutuel, l'engagement réciproque, c'est fondamental. Sinon, on idéalise quelqu'un qui, factuellement, ne nous choisit pas. Bon, alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce qui ressort? On dirait que les clés tournent beaucoup autour de la connaissance de soi, d'une forme d'honnêteté assez radicale, d'un travail personnel constant et de cette capacité à gérer, à réparer les conflits. Et puis, ce choix conscient de s'investir plutôt que de chercher une espèce de perfection qui n'existe peut-être pas. C'est une bonne synthèse, oui. Et on pourrait ajouter, comme le mentionnent Radi et Devlukia Shetty, en les sources aussi, l'importance de la qualité et de la présence quand on est ensemble. Être vraiment là pour l'autre, attentivement. C'est souvent plus important que la simple quantité de temps passé. Tout à fait. Au final, tous ces éclairages nous ramènent beaucoup à nous-mêmes, à nos choix, à notre état intérieur. C'est ça. Comment on interagit, comment on construit. Ce qui m'amène à une dernière pensée, une question peut-être pour conclure. Et si, paradoxalement, la clé pour trouver une connexion extérieure vraiment profonde, épanouie, si cette clé commençait d'abord par un engagement résolu envers soi-même, en devenant nous-mêmes, en quelque sorte, la personne qu'on chercherait. Ça donne à réfléchir sur comment notre propre état intérieur influence, façonne les relations qu'on attire et qu'on choisit de construire. Voilà, matière à réflexion.